Bonjour, mon nom est Dr Tremblay. Je suis professeur titulaire à la Faculté de médecine et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui, jeudi 13 avril, dans le cadre de nos conférences du GRISOF, le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones, et nos visioconférences mensuelles, parfois bimensuelles. Aujourd'hui, je suis très, très, très honoré d'avoir un monsieur que je découvre, que je vais découvrir avec vous, monsieur Jean-Paul Matuba. Monsieur Matiba est étudiant au doctorat, mais il a un long parcours. Il est étudiant au doctorat chez nous, à l'Université Laval, avec Monsieur Denis Savard. Son programme d'études est en administration et politique de l'éducation. Mais avant de faire son doctorat, Monsieur Matuba était adjoint exécutif du directeur général du centre hospitalier Mokolé. Le centre hospitalier Mokolé a pour mission d'assurer les soins de qualité à toutes les couches de la population. Il met un accent particulier sur le respect de la dignité de la personne et de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Donc, vous verrez, vous êtes d'accord avec moi que c'est tout un défi. Il travaille à appliquer les standards de l'art médical en vigueur dans le pays et dans le monde. Et aujourd'hui, le titre de la conférence de M. Mokolé sera Contribution du centre hospitalier Montcollet de Kinshasa dans la qualité de vie de la communauté desservie, un exemple encourageant. Jean-Paul, la parole est à vous. Bonjour et merci de l'opportunité que m'offre le GRISOF en ce jour, à travers le professeur Yves Tremblay, entre autres Étienne, dont je viens de faire aussi la connaissance. Je suis donc Jean-Paul Mouteba, actuellement étudiant au doctorat à la faculté de sciences de l'éducation de l'Université Laval. J'en suis à ma deuxième année de mon programme qui a été présenté tout à l'heure d'administration et de politique en éducation. Donc, je vais m'entretenir avec vous sur le centre hospitalier Monkole de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes en Afrique centrale, où j'ai travaillé durant 3 ans, entre 2005 et 2008, en qualité d'adjoint exécutif du directeur général de l'époque, parce qu'il a changé en ce moment, durant toute la phase de préparation de l'expansion de l'organisation. Donc, c'est en ce moment-là que moi, j'ai travaillé pour mon collègue. Mon collègue s'apprêtait à passer d'un petit centre de santé, dispensaire et maternité, comme on l'appelle chez nous, à un hôpital de référence. J'ai eu la chance de travailler à la transition dans les domaines de gestion des changements, d'implémentation des procédures administratives et de gestion, à travers notamment l'informatisation, la numérisation de la gestion. Bref, toute la gestion des changements. Souvent, dans le domaine strictement médical, j'ai eu à me mêler, mais comme vous pouvez l'imaginer, le domaine médical, ce n'est pas trop ma tasse d'été. Mon travail couvrait aussi les projets, dans le sens de tous les partenariats privés ou publics de l'institution en vue de la collecte des fonds pour cette expansion. C'était donc faire du fundraising. Et le fundraising était toujours accompagné de toute forme de reddition de comptes, comme vous pouvez l'imaginer, auprès des partenaires, des bienfaiteurs et des donateurs. Les propos sera répartis en 3 grands blocs aujourd'hui. Une présentation, d'abord une petite introduction, ensuite une présentation sommaire du contexte général de la ville de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en Afrique centrale. Et ça sera suivi par un rapide parcours du développement du centre hospitalier Monkole dans cet environnement-là de Kinshasa. Et enfin, la troisième partie sera consacrée aux différents challenges auxquels fait face au quotidien le centre hospitalier Monkole, avant de tirer une conclusion qui ouvrira à quelques échanges entre nous. N'hésitez pas à m'interrompre lorsque cela convient pour mieux saisir les propos en raison surtout des différences culturelles ou linguistiques qui peuvent affecter mon propos. Soit dit en passant, nous autres Congolais, comme les Belges, nous disons 90 au lieu de 90. Donc, si vous entendez pareille chose et qu'il y a incompréhension, n'hésitez pas à m'interrompre. Quand l'on décrit une organisation de nos jours, on ne manque pas d'évoquer ses missions, sa vision et ses valeurs. La mission s'entend de la raison d'être de l'organisation, sans laquelle l'organisation est appelée à disparaître. La vision et les valeurs sont généralement présentées comme flexibles
pouvant s'adapter aux évolutions sociales ou à celles du marché. Dans le cas de Moncolé, la vision de l'humain et les valeurs fondamentales attachées à cette vision constituent plutôt le socle de l'organisation. L'humain n'est jamais un simple client anonyme, passager ou pire, instrumentalisé. Non. On pourrait à la rigueur affirmer que la mission de Moncolé s'ajuste plutôt à ses valeurs et à sa vision. Tout en gardant son essence nucléique des soins de santé, l'organisation est préoccupée par la qualité de la prise en charge de chaque patient, nommément. En même temps, l'organisation veille à ce que la formation adéquate soit fournie à chaque personnel, nommément aussi, pour pouvoir concourir à la qualité de soins. Le nom Moncolé, prononcé avec un accent final, même si on ne met pas l'accent, mais on le prononce avec un accent sur le E, le nom Moncolé est tiré d'un arbre de la forêt équatoriale qui se distingue par ses dimensions en hauteur comme en largeur, ainsi que par son feuillage. Il est un abri, et l'arbre Moncolé est un abri naturel pour les végétaux rampants comme pour les animaux rampants ou volants. Son contour jusqu'à son feuillage constitue une véritable pharmacie naturelle dont on peut extraire les feuilles, les écorces, la sève et toute biodiversité autour. Et c'est la raison du choix de ce nom de Moncolé. La première partie de mon propos sur les trois aura pour objectif de situer le centre hospitalier Moncolé dans son environnement. Il sera question de peindre à grands traits la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le nom République démocratique du Congo étant très long, on dit couramment RDC pour faciliter. Sinon, République démocratique du Congo, ça fait long. Si on se représente le continent africain comme un gun, comme un pistolet ou comme un revolver, la République démocratique du Congo en est la gâchette, à son centre. Et la RDC est traversée par la ligne de l'équateur, comme on peut le voir sur la slide que vous avez devant vous. C'est à la conférence de Berlin de 1884 que les frontières de l'actuelle République démocratique du Congo ont été tracées pour la première fois. Elle était d'abord propriété du roi de Belge de l'époque, jusqu'en 1908, lorsque l'État belge reprend les propriétés de son souverain. Le nom de Congo belge ou de Congo-Kinshasa est resté dans l'histoire pour différencier ce vaste territoire de son voisin, le Congo-Brazzaville de colonisation française. En termes de superficie, la RDC est 11e sur la liste des pays du monde. Deuxième pour toute l'Afrique après l'Algérie, le Soudan ayant été récemment divisé en deux. La RDC est le pays le plus vaste de l'Afrique subsaharienne en superficie. Une représentation en ordre de grandeur est que la RDC fait un quart du Canada. Il faut une fois et demie le Québec pour faire une RDC. Mais la comparaison la plus utilisée pour nous Congolais, c'est de dire que la RDC fait 80 fois la Belgique, même si on ne le voit pas directement sur une map monde, sur un planisphère ou une carte. La géographie contraste avec la démographie en RDC. Le Congo est le 174e du monde en densité de population. Donc le territoire est vaste, mais la population, la densité n'est pas, elle est vraiment minime. Il y a un gros contraste. Malgré toutes les politiques que l'on veut développer, des limitations de naissance qui ne se justifient pas parce que la densité reste une des plus faibles du monde. Les ressources minières de son sol et de son sous-sol forment une espèce de malédiction, puisque des cycles de guerre ont succédé à la fin du régime dictatorial qui, depuis les nationalisations de 1973, ont plongé le pays dans un bourbier de mauvaise gouvernance. La population est très inégalement répartie. Les grandes villes, comme la capitale Kinshasa, avec ses 10 millions d'habitants, sont sursaturées. Les grandes villes sont sursaturées. Et Kinshasa, on la compare à Mexico ou à des villes de ce type avec plus de 10 millions d'âmes qui y vivent. Le manque d'infrastructures de communication fait que toutes les villes à l'est du pays, sur le deuxième fuseau horaire, puisque le pays en a deux, sont plus en échange avec les pays voisins que la capitale. À cause de tous ces métaux rares dont je vous parlais tout à l'heure, qui assureront la fameuse transition écologique mondiale tant désirée, tout l'Est de la RDC est le théâtre des guerres les plus longues, les plus meurtrières et les plus oubliées du monde, dans un silence abject, assis sur des complicités locales au service des plus viles et crapuleuses multinationales.
La RDC est connue comme un scandale géologique. Elle est malencontreusement aussi un scandale démographique. S'il faut s'en tenir aux statistiques, à l'espérance de vie par exemple, moi qui vous parle, je suis statistiquement décédé depuis 2 ans. Euh, les guerres répétées ont aggravé les problèmes préexistants de santé publique. S'il faut coupler les millions de morts à cause de la guerre au taux de mortalité déjà très élevé, l'espérance de vie ne peut pas être celle qui est affichée par les organisations internationales, c'est-à-dire 58 ans. C'est beaucoup plus bas. Rassurez-vous qu'il n'y a absolument aucune fierté à présenter ainsi son propre pays. Tout le contraire. Mais la réalité est bien présente et on ne peut pas se voiler la face. Plus de la moitié de la population a moins de 15 ans. Les médecins peuvent imaginer les besoins en maternité, en gynéco-obstétrique ou en pédiatrie. Et les professionnels de l'éducation comme moi peuvent imaginer aussi les besoins d'une population dont plus de la moitié a moins de 15 ans. Le potentiel humain de la RDC est de fait celui de toute la partie subsaharienne du continent africain. Une population jeune, mais malheureusement soumise à l'exode rural ou à la fuite des cerveaux, à la recherche d'un avenir meilleur sous d'autres cieux. Les contrastes sont très renversants aussi à Kinshasa. Donc, je vais vous dépeigner quelques contrastes, mais il y en a des tout types. À Kinshasa même, il y a beaucoup de contrastes. L'extrême pauvreté côtoie au quotidien l'opulence. Les riches sont richissimes, tandis que les pauvres sont misérabilissimes. De manière imaginée, on pourrait dire, et les chiffres m'appartiennent à moi, ça n'engage que moi, on pourrait dire que la RDC, que plus de 80% de la population vit loin en deçà du seuil de pauvreté, en deçà. La classe moyenne est quasi inexistante. À peu près 15% de toute la population, il faut se donner un chiffre, il faut se fabriquer un chiffre pour se représenter mentalement la question. Et les 5% restants sont ceux qui s'accaparent de tous les biens. Euh, et c'est essentiellement grâce au pouvoir politique et au pouvoir militaire. La précarité sociale sommairement décrite permet de se représenter la défaillance du système de santé. Cette carte de la ville de Kinshasa représente les 35 zones de santé de la capitale, qui ne correspondent pas aux 24 communes de la subdivision administrative territoriale, pour des raisons que je vous laisse imaginer. Toute la partie blanche au nord, au-dessus de la carte, c'est le fleuve Congo, qui est le 8e plus long fleuve du monde et le 2e du monde par son débit, juste après l'Amazonie. Le fleuve Congo traverse donc tout le pays, du sud-est à l'extrême ouest, où se trouve Kinshasa. La partie en vert sur la carte que vous avez sous les yeux, toujours au nord, constitue le centre-ville, le cœur de la ville de Kinshasa, avec ses quartiers les plus chics au bord du fleuve. C'est la zone de santé numéro 7 dans la commune de la Gombe. Je sais que les noms africains sont difficiles, mais bon, je vous parlerai de la commune de la Gombe aussi plus tard. La commune de la Gombe est le siège des institutions nationales. Le centre hospitalier Moncolé est sur cette carte dans la zone de santé numéro 28. On est dans le sud-ouest. Donc, quand vous partez de la gauche de la carte vers le centre, à partir du sud, vous voyez un petit point rouge avec CH Moncolé. Et c'est là que se trouve Moncolé, loin du centre-ville, dans la partie périphérique. Il s'agit de la zone de santé de la grande périphérie de la ville, dans la commune de Mongafula. Le thème de la santé au Congo ne peut être correctement abordé sans notamment faire allusion à ces personnages que vous avez sous les yeux, ces personnages de l'histoire de la santé publique en République démocratique du Congo. La faculté de médecine de l'Université de Kinshasa a longtemps été la meilleure d'Afrique subsaharienne depuis sa création dans les années 50 par Monseigneur Luc Gillon, que vous avez à l'extrême gauche, qui avait baptisé l'université Lovanium en filiation par rapport à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Donc, c'est le fondateur de l'université de Kinshasa dans les années 50. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, à l'extrême droite, est un des fameux enseignants de la dite faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Ses récentes recherches et découvertes sur le virus d'Ebola lui ont valu de nombreuses distinctions internationales prestigieuses. Les docteurs Denis Mukwege, que vous avez au centre des 3 photos, issu de la partie est de la RDC, a réalisé ses études au Burundi
Il a reçu en 2018 le prix Nobel de la paix pour son travail de gynécologue héroïque auprès des femmes victimes des violences, surtout sexuelles, dans les pires zones de guerre. Les macabres histoires de l'hôpital Panzi, près de la ville de Bukavu, qu'il a bâti avec l'aide des fonds suédois, suscitent encore de nombreuses controverses. Ben, moi, j'ajouterais ma petite anecdote là-dessus, un peu triste à mon point de vue, mais j'ai pensé partager cette anecdote avec vous. J'avais récemment été interpellé dans un aéroport d'Europe par un policier agent d'immigration. Tenant en main mon passeport, il n'avait pas trouvé mieux que de me dire en me dévisageant beaucoup trop de viols dans votre pays, monsieur. Et je n'avais pas trouvé mieux de lui répondre que de lui demander si c'était écrit dans mon passeport ou si c'était écrit sur mon visage. C'est vrai que les femmes et les enfants sont les perpétuelles plus grandes victimes des guerres humaines, des atrocités innommables, mais ça, peu importe l'endroit. Le Congo n'a pas l'exclusivité d'atrocités contre les femmes pendant les périodes de guerre. C'est ce que j'essaie de lui expliquer. Le centre hospitalier Moncolé, pour revenir à notre sujet, est né tout petit. Un très petit dispensaire avec 3 lits et 3 cabinets de consultation. On a commencé vraiment de manière microscopique. Le très petit centre médical n'offrait aucune garde à ses débuts, avec tous les services seulement en ambulatoire. Et ça, nous sommes en 1991. J'espère bien prononcer. Nous, au Congo, on aurait dit en 1991. Peut-être l'avènement du multipartisme. Donc ça a été peu après l'avènement du multipartisme au Congo, à la fin de la dictature à parti unique, qui a été jalonnée par toute espèce de pillage de la ville de Kinshasa. Le docteur Juan José Echari est le premier médecin de Moncole, un jeune médecin espagnol. Et il continue d'ailleurs jusqu'à présent d'exercer comme orthopédiste dans le grand hôpital Moncole. Il a réuni des personnes et des fonds pour commencer cette initiative médico-sociale dès le début. Donc, la partie sociale existe depuis la création de l'hôpital. En voyant la multitude des déformations osseuses qu'affichaient les femmes de cette partie périphérique de la ville à cause des lourdes charges qu'elles portaient sur la tête. C'est ce qui avait attiré son attention. Très vite, s'est joint au docteur Juan José Echari, le docteur Léon Chilolo, pour tous les besoins de la pédiatrie. C'est Léon Chilolo que vous avez sur la slide sous les yeux. Le professeur Chilolo aurait été présent à notre rencontre d'aujourd'hui s'il n'avait pas assisté à une réunion de l'OMS sur la drépanocytose à Brazzaville, qui se tient d'ailleurs en ce moment même où nous sommes réunis ici. Après son expérience de pédiatrie en Belgique, puis en Italie, il est revenu en RDC où les besoins de la population l'ont conduit en hématologie, qu'il enseigne aux nouvelles générations des médecins. Son expertise est reconnue sur le continent et dans le monde au sujet de la drépanocytose ou anémie falciforme, vulgairement connue sous le nom d'anémie SS, qui est une maladie congénitale qui ne touche que les personnes de race noire. Le professeur Chilolo a longtemps été médecin directeur de Moncole et à ce jour, il est le président de l'ASBL SECFOR, l'association sans but lucratif qui est propriétaire de l'hôpital. Personnellement, je reste très reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler et d'apprendre à côté des personnes si inspirantes. Deuxième partie. Les 5 prochaines diapositives de cette deuxième partie vont montrer sommairement le développement qu'a connu la toute petite structure du centre hospitalier Moncole. Voilà sous vos yeux le kit complet de survie pour qui aimerait débuter un dispensaire à Kinshasa. L'absence des services publics dans l'environnement décrit tout à l'heure a obligé Moncole à vivre en autarcie dès ses débuts. Il a très vite fallu mettre en marche un service technique pour les besoins de première nécessité, plus que pour le matériel médical ou pour le matériel strictement médical. Il fallait absolument avoir de l'eau potable, il fallait absolument avoir de l'électricité en toute autonomie pour pouvoir fonctionner. Un personnel administratif a vite été formé pour, entre autres, faire face à de nombreuses sollicitations des autorités politico-administratives comme sanitaires. Les sollicitations étant multiples, il fallait que les médecins s'occupent de médecine et que des professionnels d'administration gèrent toutes les sollicitations administratives et politiques. Comme indiqué au début de la présentation, la considération de la complexité des besoins humains au cœur de la vision plus large de Moncole sur la santé, a fait mettre en marche 3 petits dispensaires dans les endroits les plus inaccessibles de la zone de santé de Mongafula. Ce sont les antennes médico-sociales de Kindele, de Moluka,
et de Kimbondo. Donc, à côté du dispensaire initial, ont été créés 3 autres petits dispensaires pour pouvoir desservir une population se trouvant dans des endroits très inaccessibles. Le personnel médico-social s'y rend en partie en véhicule tout-terrain et le reste du trajet à pied, puisqu'inaccessible même en route de terre. La commune de Mongafula, qui est bâtie sur des collines de sable, est en proie à des érosions dues à la pluie du climat tropical, comme vous pouvez l'imaginer. Les anecdotes sont légion entre les éboulements de terrain, les inondations dans ces zones semi-rurales. Le service à la communauté y est immédiat. La formation est bien présente avant, pendant et après la prise en charge médicale. Les femmes et les jeunes filles apprennent, entre autres, à lire et à écrire, pour certaines. Pour d'autres, elles apprennent des rudiments de nutrition ou la confection d'un potager familial pour assurer une nutrition suffisante pour les enfants. L'équité est considérée comme une valeur importante dans la culture organisationnelle de Monkole. Et Monkole s'est forgé durant les années 90 une réputation de réseau de dispensaires pour les pauvres, avant de se compter parmi les institutions de santé de meilleure qualité dans la ville. Le rapport qualité-prix, pour emprunter l'expression au monde commercial, a beaucoup contribué à ce succès. Les tarifs des services ont toujours été échelonnés à Monkole, en suivant en toute équité l'organisation sociale et même fiscale. Un service équivalent, pour ne pas dire similaire, est offert à coûts différents selon les patients bénéficiaires. La stratification sociale initialement décrite permet cette échelle. Les catégories varient entre A, B, C et D. Les A constituent la haute société de l'opulence et les D, les indigents, qui bénéficient presque gratuitement des mêmes soins que les personnes en catégorie A. Le personnel administratif est formé pour organiser ces systèmes de péréquation dans un environnement d'absence de services publics de santé. Des variables importantes comme le lieu d'habitation permettent de calquer le modèle sur l'administration fiscale de la ville qui perçoit un impôt foncier différent selon les quartiers. Un habitant de la zone verte que je vous ai montré tout à l'heure paye suffisamment pour compenser celui de la très pauvre périphérie. C'est pour cela que Monkole a installé en plein centre-ville une antenne uniquement médicale où des patients de la zone UP peuvent accéder à des soins de qualité en ambulatoire. On laisse toutes les longues hospitalisations se réaliser dans le grand hôpital qui se trouve, lui, en périphérie. Pour la partie anecdotique, certains VIP, la fameuse catégorie, ont essayé de se faire passer pour des démunis, mais ont vite été démasqués par l'administration. Il est arrivé aussi que cette patientèle de VIP sollicite un séjour de repos médical pour bénéficier des services et aménagements de l'hôpital, loin du train-train bouillant de la ville. L'excellent service des repas de l'hôpital est par exemple très apprécié par cette catégorie de patients. La photo tout au-dessus de cet extrait du bulletin d'information de 2007 montre les débuts des travaux d'excavation pour la construction du grand hôpital. Sur la dite photo, le bâtiment initial de Monkole est celui blanc, derrière la clôture en tôle qui entoure l'excavation. Le bâtiment en rouge est l'ICI, l'Institut supérieur en sciences infirmières, qui est né en 2001 pour former le personnel de nursing nécessaire pour les besoins de l'hôpital présent et à venir. Le projet, baptisé Centre hospitalier mère et enfant, a connu la contribution financière des personnes physiques comme des personnes morales, d'organismes locaux comme d'organismes internationaux. Parmi les grands donateurs se comptent les agences de coopération internationale de quelques pays. Bon, je citerai notamment l'AFD de la France, l'ASCI de l'Espagne, etc., etc. De 3 lits à 130 lits, d'une trentaine d'employés à 350 professionnels à temps plein. Le grand hôpital est sorti de terre. Cette photo aérienne a été prise au-dessus du même endroit où a été prise celle de l'excavation de tout à l'heure. L'on voit au nord le grand bâtiment, au nord du grand bâtiment, la toiture grise de l'ancien Monkole et de l'Institut supérieur en sciences infirmières. Les deux grandes toitures à l'est sur la photo
abrite les résidences des étudiantes en sciences infirmières. Ben, voilà en fait un motif de fierté. Euh, la compétence locale est tous les jours mise en valeur dans le travail de cette institution. Le bâtiment en lui-même est l'œuvre d'entrepreneurs locaux ayant réussi d'énormes prouesses architecturales. Implanter un immeuble à 2 niveaux de sous-sol dans un terrain sablonneux avec la grande humidité ambiante de la très tropicale ville de Kinshasa continue de susciter beaucoup d'admiration. Euh, les différents services, je ne saurais pas vous les décrire, je n'ai qu'une demi-heure pour présenter, mais je vous parlerai du service de néonatologie, qui est celui qui a reçu le plus de dons privés locaux. Il attire beaucoup l'attention des personnes qui passent par Moncolé. Tout en stimulant l'intervention des pouvoirs publics quand il le faut, Moncolé suscite chaque fois plus la générosité des particuliers locaux, en montrant bien la forte dimension sociale de son activité. Troisième et dernière partie, les défis. Les 5 prochaines diapositives de cette deuxième partie vont décrire sommairement les défis à venir se présentant en face du centre hospitalier Moncolé. L'ASBEL SECFOR fait de la formation le cœur de sa mission, à travers et tout autour de Moncolé. L'ICI, l'Institut supérieur en sciences infirmières, dont on voit à l'extrême gauche une photo du jour de remise des diplômes, forme des infirmières pour des besoins de la ville et même du pays. Le CEFA, Centre de formation et d'appui sanitaire, dont on aperçoit une activité de formation continue, des formations continues pour les médecins, dans sa grande salle de congrès avec en bleu l'actuel directeur général du centre hospitalier Moncolé, Eder Massiala, un juriste comme moi, à côté du professeur Mouyembe en jaune, dont je vous parlais tout à l'heure, le docteur d'Ebola. Si le CEFA se conçoit comme un embryon de faculté de médecine, la plateforme de veille sur la drépanocytose, PAFOVED, plateforme de veille sur la drépanocytose, est déjà un centre de recherche en partenariat avec le CDC américain, parce que le CDC est préoccupé par la drépanocytose qui touche une frange de la population noire aux États-Unis. Un autre défi. Bien que l'autarcie ait été présentée comme une voie ayant conduit à la réussite du projet Moncolé dans ses débuts, le savoir-faire accumulé est mis au service des autres établissements des soins de santé de la ville de Kinshasa et du pays, de la RDC. Ce ne serait pas correct de prétendre que ce partenariat est optimal. Des chemins sont encore à baliser pour que des services concurrents ou complémentaires ne pouvant d'ailleurs pas satisfaire les besoins de chaque fois plus grands, s'orientent sur les biens des personnes plutôt que l'exclusivité de la santé financière des établissements, c'est un problème qui se pose sur le terrain. Moncolé a régulièrement besoin des services d'hôpitaux des autres hôpitaux de la ville, les plus proches, tels que les cliniques universitaires de l'université de Kinshasa dont je parlais tout à l'heure, surtout de la morgue. La morgue de Moncolé a une capacité d'accueil si réduite qu'elle ne sait pas répondre aux besoins de la demande. Et c'est un problème récurrent. Moncolé recourt à des professionnels externes pour les services d'ophtalmologie, d'ORL, de dentisterie, de dermatologie, d'endocrinologie, parce que l'hôpital n'a pas les moyens d'avoir à temps plein des spécialistes dans ces domaines-là. On n'en a pas encore les moyens. Le grand laboratoire de Moncolé, ainsi que ses installations d'imagerie médicale, le scanner entre autres, servent à bon nombre d'hôpitaux partenaires. La pharmacie de Moncolé est aussi bien réputée et très sollicitée. Moncolé a mis en marche un propre centre de production d'oxygène qui sert aussi bien ses propres besoins que les besoins de la ville et des autres hôpitaux. Les formations pratiques et stages offerts par Moncolé à bon nombre de centres de santé de la ville en hygiène hospitalière ont un retentissement avéré dans la capitale de la RDC, pour ne citer que cet exemple. L'Europe est très présente dans le partenariat entre Moncolé. Il y a quelqu'un qui parle en même temps. L'Europe est très présente dans le partenariat entre Moncolé et certains établissements de soins de santé en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, pour ne citer que ces pays, pour des raisons historiques évidentes.
Moncole est bien intéressé de tisser des relations avec l'Amérique du Nord, ainsi que le reste du monde, qui serait intéressé par des échanges, des transferts, des connaissances et des pratiques. La montée en puissance de la médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est à l'étude à Moncole en ce moment, pour un partenariat sud-sud qui pourrait être très intéressant, étant donné la vague existante déjà des spécialisations que vont y réaliser un certain nombre de médecins congolais. Un autre défi, grâce au projet Fonds mondial SIDA, Moncole s'était doté au début des années 2000 d'une unité spéciale de prise en charge des patients avec les antirétroviraux. Compte tenu de l'indexation sociale dont font l'objet ces patients VIH, ils ont toujours été pris en charge à Moncole sans être stigmatisés. Ce savoir-faire en termes de VIH a servi pendant la période de la pandémie Covid-19, où le centre de prise en charge de Moncole a été plébiscité pour ses meilleurs coûts dans la gestion de la crise. Et la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, où on voyait les points par rapport à Covid-19, Moncole était un point important pendant la crise de la pandémie Covid-19. Il y a certes eu plus de peur que de mal, mais les cas avérés ont été pris en charge de la meilleure des manières. La pandémie passée, Moncole revient à ses défis habituels, dont le paludisme en tête des causes des mortalités infantiles, ainsi que la réduction des décès de la mère ou de l'enfant à l'accouchement, par suite des complications de la grossesse tardivement suivie d'un point de vue médical. Le bâtiment actuel de Moncole, en forme de U, a encore une aile qui est inachevée et qui est en attente d'une collecte de fonds, d'un autre fundraising qui doit être réalisé pour pouvoir achever cette aile manquante. Comme vous l'aurez constaté, Moncole a une âme, a un esprit, une culture organisationnelle qui met au centre de l'attention, qui met au centre l'attention à toutes les dimensions de la personne humaine, bien au-delà de l'attention médicale simplement thérapeutique. Pour parvenir à ces fins, Moncole s'appuie sur la formation qu'il veut aussi bien recevoir que donner, chaque fois que cela est possible. Bien d'autres initiatives de Moncole n'ont pas été mentionnées au cours de cette courte présentation. Plusieurs micro-projets rendent d'importants services à la communauté. Pour n'en citer que quelques-uns, les micro-projets, il y a le forfait Mama qui permet à plus de 200 femmes d'avoir leur bébé chaque année dans les meilleures conditions. Les programmes de santé scolaire qui parcourent les écoles pour détecter les pathologies affectant la réussite scolaire, entre les troubles de l'attention, les troubles de la vue, de l'ouïe, des simples caries dentaires, des affections dermatologiques ou simplement des poux ou des chics. Ce programme aide les enfants dans ce sens. Bien, merci de votre attention. Une vidéo pourra tourner en boucle sans le son si vous n'y voyez pas d'inconvénient pendant les moments d'échange. Le Oui, très professeur bien. Chilolo s'étant excusé pour son indisponibilité, je ne saurais aller en détail dans des données médicales à cause du risque de me tromper parce que je ne suis pas médecin. Ben, merci énormément pour cette très, très, très belle présentation. Nous avons du temps pour la discussion. Pour ceux qui désirent parler, vous pouvez inscrire vos questions dans la discussion si vous voulez et je vais la suivre. Sinon, ben, vous ouvrez votre micro, un à la fois dans la mesure du possible et je vous donnerai, ou vous levez la main. Si vous allez dans le petit bonhomme dans le bas de l'écran, vous cliquez dessus, vous avez l'icône lever la main. Regardez, moi, je vais le mettre. Lever la main. Et donc, quand je vais le voir, je vais vous donner la parole. En attendant que vous vous lanciez dans la discussion, j'aurais peut-être pas deux questions, deux commentaires à apporter. Le premier, c'est, euh, j'ai beaucoup aimé cette idée, comment je dirais ça, du paiement des soins selon le niveau social de la patiente. J'ai beaucoup aimé ça. À ça, j'ai deux questions. La première, c'est comment ce niveau social-là est-il établi? Est-ce que vous avez un système gouvernemental pour établir ça? Comment c'est établi ce niveau social-là? Parce que si on se fie peut-être à la patiente, ben, c'est peut-être pas toujours la réalité, d'après ce que vous avez dit. Et ma deuxième question, est-ce que
le fait que la population semble se concentrer beaucoup plus dans les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Gomé, Bukavu, etc., est-ce que ça facilite, est-ce que ça facilite l'approche des patients vers les centres hospitaliers? Et finalement, quelle est la place de la pharmacopée en fait, la pharmacopée, je veux dire la, 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 la médication traditionnelle dans les soins aux patients. Voilà pour moi. Et puis d'ici ce temps-là, ben, probablement que les questions vont apparaître. Merci beaucoup, professeur Tremblay. Euh, le système de paiement, il faut d'abord le replacer dans son contexte. Comme je vous le disais, l'absence des services publics de santé font que il n'y a aucune couverture, aucune assurance. Chaque personne paye ses prestations dans leur entièreté auprès de l'établissement de santé. J'ai un problème de dents, je vais voir un dentiste, je paye entièrement ce que ça coûte qu'ils me prennent en charge pour me résoudre mon problème dentaire. C'est comme ça que les choses se passent à Kinshasa. Et mon collègue, dès le début, s'est rendu compte, surtout lorsque l'institution a commencé à être connue, que l'institution se trouvait dans la partie périphérique et donc avait pour principale patientèle des personnes démunies. Les tarifs étaient uniques. Mais une fois que l'institution a commencé à se faire connaître par la qualité de ses soins, des personnes venaient de très loin pour bénéficier des soins réservés à des personnes plutôt démunies. Et c'est là que s'est éveillée la création du système, en se disant, mais ça ne serait pas juste de faire payer la même chose à un avocat connu de la ville qu'à une paysanne qui vit de son champ. Ça ne serait pas équitable. Et donc le système s'est créé petit à petit grâce justement à la bonne réputation de qualité de soins que l'hôpital était en train de se faire. Et on a commencé à catégoriser. Je vous ai parlé des 4 catégories. Si je peux expliquer rapidement ces 4 catégories, je dirais que la catégorie A, c'est vraiment le high level, c'est vraiment les VIP. Tous ceux du monde politique sont dans cette catégorie. Et on leur fait payer le prix qu'ils paieraient en Europe ou dans une autre institution se trouvant dans le centre-ville. Et la catégorie B, c'est un peu ceux du monde des professions libérales. Je pense spécialement aux médecins, aux avocats, à des personnes qui plus ou moins gagnent bien leur vie. Je pense aussi à ceux qui sont au sommet de l'administration publique, secrétaires généraux des ministères, des personnes un peu de ce niveau-là. Dans la catégorie C, vous avez la toute petite classe moyenne, les enseignants, des personnes qui vivent d'un salaire, des personnes salariées. Et dans la catégorie D, les indigents, ceux qui vivent des travaux des champs, des personnes n'ayant vraiment pas les moyens. Donc et pour déterminer à quelle catégorie appartient une personne, eh ben, il y a un échange entre le patient ou la patiente qui arrive pour faire une reconstitution de sa famille, de son foyer. Madame, qu'est-ce que fait votre mari? Ah non, mon mari est avocat. Dès qu'elle vous dit que son mari est avocat, on sait plus ou moins dans quelle catégorie la mettre. Et on peut poser aussi la question, où est-ce que vous habitez? Eh ben, une famille qui habite la commune de Limété, qui est une commune d'excellent niveau, eh ben, on ne lui ferait pas payer la même chose qu'une famille qui habite la commune de Mongafula, où se trouve dans la périphérie l'hôpital. C'est comme ça que le système a été monté pour qu'en toute équité, les personnes pouvant payer plus payent plus et celles ne pouvant payer moins ben, donnent ce qu'elles ont, mais bénéficient des soins de qualité. J'espère que ça répond à la première question. La seconde a trait aux grandes villes et à l'approche que les patients peuvent enfin, pour dire que plus les personnes vont vivre dans les grandes villes, plus elles s'approchent de la médecine moderne, s'il faut l'appeler comme ça. Il faut dire qu'en effet, c'est d'ailleurs pour ça que les gens font cet exode rural. Les gens quittent les campagnes pour aller dans les grandes villes en espérant une vie meilleure, de meilleurs soins de santé, une meilleure éducation, etc., etc. C'est un vrai problème auquel devraient s'attaquer les autorités politiques, mais malheureusement, je vous ai décrit le contexte. Le progrès ne va pas encore dans ce sens-là. Euh, c'est vrai que les personnes vont bénéficier des meilleures prises en charge médicales dans des grandes villes, mais ce n'est pas non plus vrai parce que plus on s'accumule dans des grandes villes, plus on amène toutes ces maladies, des mains sales notamment. La sursaturation des grandes villes
vient avec le contraste d'une hygiène et d'une salubrité publique qui n'existent pas. Donc, plutôt que de résoudre le problème, on en crée d'autres. La sursaturation des grandes villes crée beaucoup plus d'enjeux de santé publique qu'ils n'en résolvent. Ça serait ça ma réponse à cette deuxième question. La troisième touche la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle africaine, elle est très présente dans les milieux ruraux et semi-ruraux. Et d'ailleurs, quand je vous parle de la périphérie de Kinshasa où se trouve l'hôpital Monkole, beaucoup de personnes continuent de recourir à la médecine traditionnelle qui a son efficacité avérée. Moi, j'ai grandi dans le contexte de Kinshasa. Je peux vous assurer que il existe des études qui sont en train d'être menées par la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa sur cette fameuse médecine traditionnelle euh, qui, pour le moment, en tout cas pour les chercheurs congolais, n'ont qu'un problème de posologie. La médecine traditionnelle ne pose qu'un problème de posologie, c'est-à-dire de calibrer la quantité qu'il faut pour pouvoir résoudre des problèmes. Mais quant à l'efficacité, elle est vraiment avérée. Il y a beaucoup de plantes médicinales dont l'usage a des effets bénéfiques sur la population, il n'y a pas de doute dessus. Mais le problème de posologie est celui que la faculté de pharmacie étudie et peut-être pour pouvoir proposer un vaste échantillon de plantes ou de recours traditionnels, mais certifiés par de la recherche et accompagnée par des indications qu'on pourrait faire à la population lorsqu'elle recourt à cette médecine. Elle n'est pas rejetée par les chercheurs, tout le contraire. Posologie et identification de l'agent actif aussi. Exact, exact, oui. Euh, Étienne, est-ce que je te vois Oui, sur ta chaise et je suis certain que tu as de multiples questions, cher ami. j'en ai trois qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je vais commencer par la première. Ça touche plus particulièrement à vos compétences, c'est-à-dire l'administration et l'organisation. Imaginons, enfin, non, le terme imaginer n'est pas adéquat. Nous sommes face à un hôpital qui est remarquable. J'ai vu tout ce que vous avez présenté, c'est tout à fait remarquable. Bon, il y aurait eu peut-être deux façons d'aboutir à cet hôpital. La première, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que vous êtes parti d'un petit dispensaire et puis qui a grossi progressivement, qui a grossi parce que c'est votre savoir-faire et d'autre part, vous avez trouvé les fonds nécessaires pour organiser cet hôpital, pour que ça devienne véritablement un hôpital performant. La deuxième façon de procéder aurait pu être d'aller voir le ministre de la Santé et les autorités politiques en disant, voilà, nous sommes dans un quartier où il n'y a pas les ressources nécessaires, il n'y a pas les ressources en santé ne sont pas suffisantes, nous voudrions créer un hôpital, voilà les plans, voilà ce qu'on voudrait faire, donnez-nous l'argent pour faire ça. Vous avez choisi la première formule. Ce qui, moi, je trouve que c'est très pertinent. Est-ce que la deuxième formule aurait été possible? Oui. Donc, vous voulez que je réponde d'abord à cette première question? Vous me Oui. disiez que vous en aviez trois. OK, je vais répondre à celle-là d'abord. Les deux façons sont fort pertinentes. Et je dirais que la première façon, celle que nous avons employée, nous, c'est la façon exceptionnelle. On ne devrait pas faire comme ça. Je vous ai même transmis le kit d'autarcie pour celui qui aimerait entreprendre de la même manière, mais ce n'est pas la meilleure manière de faire. La meilleure manière de faire, c'est que la santé doit vraiment être prise en charge par les autorités politiques, les autorités établies. Donc la seconde, c'est la manière ordinaire de faire. Mais malheureusement, cette manière ordinaire de faire ne réussit pas. Les Ah oui. hôpitaux publics eux-mêmes, en République démocratique du Congo et dans la ville de Kinshasa, sont dans un état lamentable. Et ce sont des propriétés de l'État eux-mêmes. Le plus grand hôpital s'appelle Mama Yemo, le plus grand hôpital public de Kinshasa. Il est dans un état fort lamentable. C'est lui qui est semi-public, c'est-à-dire l'université de Kinshasa, les cliniques universitaires de l'université de Kinshasa, est dans un état plus ou moins acceptable parce que les professeurs qui enseignent et qui soignent ont réussi à développer des partenariats privés qui maintiennent leur institution dans un certain niveau de qualité.
parce que justement, ils ont couplé aux subventions publiques ce partenariat avec des privés pour pouvoir maintenir. L'État est fort absent et donc quelqu'un qui aimerait faire Moncolé en comptant sur des subventions publiques ne réussirait pas dans l'état actuel de la République démocratique du Congo. Ça ne peut pas marcher. Mais par contre, l'État n'est pas totalement absent et l'administration de Moncolé d'ailleurs veille à cela. Tous les contacts que nous avons avec les pouvoirs publics, c'est pour obtenir au minimum certaines facilités. Et il y en a certaines que nous avons réussi à obtenir pendant la vie de l'hôpital. Par exemple, lorsqu'il faut faire venir du matériel médical, lorsqu'il faut monter une salle d'opération comme celle que vous voyez avec tout le matériel que cela contient, eh ben, on obtient de l'État des facilités douanières, par exemple. Ce sont des choses que l'on négocie en disant à l'État congolais, puisque vous ne savez pas nous venir en aide avec des subventions ou avec un appui financier, laissez-nous quand même aller chercher du matériel à l'extérieur avec une certaine facilité, le pouvoir l'acheminer et l'utiliser pour les besoins de l'hôpital. Donc, il y a comme ça certaines facilités fiscales ou douanières que l'on peut obtenir, mais on ne peut pas obtenir plus. Mmh. Très bien. La deuxième question concerne justement les relations avec la faculté de médecine. Vous avez monté une école d'infirmières, vous recevez des stagiaires, si j'ai bien compris, des étudiants en médecine stagiaires dans votre hôpital, ce qui veut dire que votre centre est agréé pour les stages des étudiants hospitaliers. C'est bien ça? Exact. Quelles sont de façon plus générale, quelles sont vos relations avec la faculté de médecine de Kinshasa? Je pense avoir dit brièvement dans ma présentation que les relations ne sont pas toujours les meilleures, malheureusement en ce moment, J'ai un peu compris entre. ça, mais Oui, oui, c'est pour oui. ça. Mais elles sont on est vraiment en train de travailler dessus pour pouvoir les améliorer. Je parle spécialement du docteur Chilolo que je vous ai présenté. J'aurais vraiment voulu qu'il soit ici parce qu'il est une pièce clé de l'histoire de cet hôpital. Euh, Lui, il est en ce moment-ci enseignant. Donc, il est professeur à la faculté de médecine et sa présence contribue il est en train j'allais dire, de mettre à profit sa présence à l'université de Kinshasa pour améliorer les relations que l'hôpital Moncolé peut avoir face aux cliniques universitaires ou face à d'autres hôpitaux de la ville, justement parce qu'il s'est mis dans la formation des médecins pour montrer combien une initiative comme celle-là doit être appuyée, on doit la multiplier, on doit la réaliser dans plusieurs autres villes, etc., etc. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait, mais les relations ne sont pas toujours ni courtoises, ni bonnes. Et ça serait vraiment faux de ne pas le mentionner. Pour des raisons que j'ignore. Je peux vous avouer que chaque fois que je pense à ce problème-là, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a comme, j'allais dire, cette espèce de concurrence, de, alors qu'on est en train d'aller tous dans le sens de servir une population, des patients, on devrait se mettre ensemble et construire ensemble plutôt que de vouloir se faire de la concurrence et de la gêne. Oui, très bien. Et ma dernière question concerne la recherche. Vous avez parlé de recherche clinique concernant la drépanocytose, concernant le VIH. Je parle de recherche clinique parce que c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire ce sont des scientifiques reconnus à l'échelon international qui ont certainement publié parce qu'ils sont reconnus à l'échelon international, je l'imagine. Est-ce que cela s'appuie sur des laboratoires enfin, deux questions. Un, est-ce que vous avez une recherche clinique qui est organisée en tant que telle pour développer d'autres projets, hein? Et deuxièmement, est-ce que vous avez des laboratoires de recherche qui sont à l'appui de cette recherche clinique? Exactement. Et Moncolé a ces deux plateformes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Pafovet d'une part et CEPHA de l'autre, où vraiment de la recherche clinique est en train d'être faite. La recherche clinique qui a eu le plus de reconnaissance est celle de Pafovet sur la drépanocytose. Je vous ai parlé de CDC américain. Il y a vraiment eu un échange un transfert de know-how, de savoir-faire, mais aussi un échange de matériel. Le laboratoire qui utilise le Pafovet est un des plus pointu de la ville de Kinshasa, est un des meilleurs dans ce sens-là. Pour toute la D'accord. question d'hématologie, la question du sang,
La banque de sang de Moncolé a une réputation qu'on ne présente plus grâce justement à cet appui du CDC qui est intéressé par la recherche clinique qui est faite sur les patients drépanocytaires. Et il y a une grande, j'allais dire que le Pafoved a une base de données énorme avec une grande quantité de patients. On a même essayé des produits américains, hydroxy, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais subventionné par le CDC américain. Il y a vraiment de la recherche clinique avec des publications qui sont déjà faites et qui vont continuer de se faire dans ce sens-là. Mais Donc, malheureusement, le CDC est intéressé par drépanocytose, l'hématologie de manière générale, donc les questions des maladies liées au sang, mais ne vont pas dans le terrain du paludisme qui intéresserait bien l'Afrique subsaharienne. Ça mérite d'être évoqué aussi. Il y a très peu de subventions, très peu d'appui sur la recherche qui devrait se réaliser face à cette maladie qui est la plus meurtrière en Afrique subsaharienne. Mais non, mais malheureusement, ça ne connaît pas d'appui. enfin, il n'empêche que vous avez une plateforme de recherche clinique Oui, centrée sur la drépanocytose qui peut être reproduite pour d'autres pathologies. Il suffit oui. de. Enfin, il Mais, suffit. mais vous Il faut savez trouver mieux les que moi partenaires, que la recherche a un coût. Il ne bien suffit sûr. pas de vouloir. Il suffit pas de vouloir, mais il faut l'organisation. Si Exact. on a déjà plus qu'un embryon, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne pour la drépanocytose, le modèle peut être répliqué dans d'autres pathologies après. Exact. Exactement. À partir du moment où la plateforme est là, puis qu'elle Ouais. est fonctionnelle, elle peut être multi-thématique. Exact. Donc, écoutez, je vois des gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens? Il y a une main levée. Oui, c'est Monsieur Yvon Gonessa. Monsieur Gonessa, vous activez votre micro et la parole est à vous. Oui, t'es bon, ça, t'es là, comme m'occuper ça. Ok, merci beaucoup. Vous me suivez? Oui, oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, bonjour à tous. J'ai suivi avec attention la présentation de Jean-Paul Mouteba. Alors, j'ai quelques préoccupations et j'attends en fait du doctorant qu'il voilà, essaie de m'éclaircir sur certains points. Certes, voilà, ça fera beaucoup plus, ça entrera beaucoup plus dans un contexte voilà, médical, mais peut-être que j'aurai des réponses qui pourraient me satisfaire. Alors, premièrement, quand on parle en fait de cette plateforme de surveillance de la drépanocytose, est-ce qu'il pourrait en fait nous préciser le domaine d'activité dans la drépanocytose en question? Là, je voudrais parler soit comment on appelle, d'une activité diagnostique, thérapeutique ou bien juste d'une surveillance épidémiologique. Je pourrais enchaîner les questions ou bien il pourra prendre les questions Vous enchaînez. les unes après les autres. Ok, d'accord. Le, le deuxième point, c'est en fait la prise en charge selon le niveau social. Alors là, ce point-ci m'a laissé un peu perplexe parce que, oui, dans le contexte, par exemple, dans le contexte centrafricain, on parle en fait du paquet minimum d'activités. Donc, en fait, le gouvernement subventionne certaines activités, euh, en fait, au niveau de certaines couches sociales. Alors, pour, en fait, le centre hospitalier, je ne sais pas, Mokele, c'est Mon ça? collé. Je ne sais pas si je prononce bien, Mon Mokole. collègue. Voilà. Donc, en fait, comment vous procédez en fait à l'identification des patients indigents? Si vous avez en fait un critère d'identification des patients indigents. Alors, le dernier point, c'est comment est-ce que vous envisagez des soins de qualité adaptés à différentes couches sociales et économiques et de projeter dans une certaine mesure l'équitabilité des soins de santé pour tous, parce que là, ça engage un peu l'aspect éthique médical. Quand on parle de soins, de différents niveaux de soins, est-ce qu'on parle de niveau de confort ou de niveau de soins concrètement? Je pense que j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Yvon. Je vais tenter du mieux que je peux de répondre surtout à ce qui a trait au médical, même si je m'étais excusé en disant que je ne suis pas médecin, donc je ne prétends pas aller dans un domaine qui n'est pas le mien. La PAFOVED
dans son domaine d'activité, fait du thérapeutique. Ce n'est pas de simple diagnostic, ce n'est pas de simples statistiques de veille, non, c'est vraiment le thérapeutique. C'est des patients qui viennent à l'hôpital pour différentes... Si vous connaissez un tout petit peu l'anémie SS, c'est une maladie euh, qui, qui vient avec beaucoup de déficiences, même osseuses, s'il faut le dire. C'est des patients qui connaissent des longues périodes de crise. C'est des patients qui restent inactifs pendant une semaine, un mois, dépendamment de s'ils sont touchés par cette crise. Donc, c'est une maladie vraiment congénitale. Donc, quand ils viennent à l'hôpital, c'est pour recevoir des soins, pour être médicalement pris en charge. Ce qu'on fait, c'est du thérapeutique. Mais thérapeutique, j'emploie le terme, j'espère que je ne vais pas dire des bêtises, on ne guérit pas de drépanocytose. En tout cas, pour l'instant, on n'en guérit pas. On peut faire des greffes de moelle, c'est ce qui se fait à Dakar. Je vous ai parlé des Cheikh Anta Diop de Dakar parce que justement, mon collègue est intéressé à réaliser ce que Dakar a déjà commencé à réaliser, faire des greffes de moelle qui stabilisent, qui donnent une meilleure qualité de vie à des patients drépanocytaires. Mais une greffe de moelle, ça a son coût, etc. Dakar l'a fait de manière expérimentale, mais tout ce qui a été fait à Dakar a été réussi. Et nous, à Montcollet, on aimerait faire la même chose si possible, parce que les patients drépanocytaires, il y en a beaucoup. Les nôtres ne guérissent pas de drépanocytose, mais sont médicalement pris en charge pour tous leurs besoins et pour toutes les crises qu'ils peuvent éprouver. Et tout leur parcours, tous les profils de ces patients drépanocytaires sont, d'un point de vue de la recherche, documentés. Tous les profils, tous les parcours. La plupart des drépanocytaires n'atteignent pas la soixantaine. C'est une maladie vraiment qui réduit beaucoup la qualité de vie. Et beaucoup d'entre eux ne survivent pas au-delà de 50 ans. Ceux qui ont survécu au-delà de 50 ans sont des véritables icônes et beaucoup d'entre eux font beaucoup de vulgarisation, s'adressent beaucoup aux familles parce qu'on peut faire beaucoup de travail préventif. Il y a un pasteur congolais qui vient à Montcollet comme patient, qui fait beaucoup de travail de prévention, qui s'adresse à des jeunes voulant se marier, à des fiancés, pour leur expliquer que c'est un problème qui est négligé, mais qu'on pourrait prévenir. Des personnes présentant la tare, aussi bien hommes que femmes, devraient éviter de se mettre ensemble parce que sinon, les enfants qui viendront au monde ont des probabilités de souffrir de cette maladie. Bref, il y a beaucoup de travail de formation qui est fait et tout ça, tout cet ensemble est géré par PAFOVED. Aussi bien le travail de prévention, de formation que de prise en charge médicale des personnes souffrant de drépanocytose. J'espère que ça répond à la première question. La seconde, sur la prise en charge selon le niveau de vie social, j'avais déjà expliqué rapidement comment le système a été monté. Mais ce que je peux rajouter à ce que j'avais déjà dit, c'est qu'il n'y a que le corps administratif de l'hôpital Montcollet qui détient ces détails sur la catégorie à laquelle tel ou tel patient appartient. Tout le corps médical, strictement médical, de nursing ou de médecin n'ont rien à voir avec cette histoire. Absolument rien à voir. Ça ne les regarde pas. C'est nous, les administratifs, qui savons que telle personne, lorsqu'elle devra régler sa facture, elle s'élève à autant. Et les patients ne traitent pas des factures ni des coûts avec les médecins ou avec les infirmières. Jamais. Et pour un médecin de Montcollet, un infirmier de Montcollet, la personne que j'ai devant moi est une personne point barre. D'où elle vient, où elle vit, ça ne me regarde pas. Et c'est comme ça que Montcollet fonctionne. Troisième question, les soins de qualité. La question de l'équité, l'éthique médicale. Les soins de qualité, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Les médecins sont formés pour toujours considérer la personne comme une personne, sans autre considération. Un médecin de mon col est un médecin pour qui monsieur X et monsieur Y peut être moi-même. Je peux être la personne à sa place. Comment est-ce que j'aimerais être pris en charge si je me retrouvais à la place de cette personne? Et c'est la seule éthique qu'ont les médecins de mon collège, c'est de ne tenir compte d'aucune différence, de rien du tout, mais plutôt de se considérer et de se mettre à la place de chaque patient. Si j'étais ce patient-là, comment j'aimerais être pris en charge et je vais fournir le même service. J'espère avoir répondu aux trois questions. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur le dernier point là.
Parce que là, vous avez catégorisé les patients. C'est ça? Et Au niveau catégoriser les administratif. patients Seulement au niveau administratif, pas au au niveau de niveau prise en charge administratif. médicale. Oui. Oui. Ah, d'accord. Ok. Est-ce Ok. que nous avons d'autres questions, d'autres commentaires dans la salle? Écoutez, vous avez été extrêmement clair. Je vais passer la parole, et extrêmement clair, et non seulement ça, mais extrêmement instructif, je dirais constructif. Et donc, merci énormément pour ça. Je vais passer la parole à notre ami Étienne pour le mot de la fin. Après ça, je vais terminer l'enregistrement et je vous demanderai, Jean-Paul, de rester en ligne une minute. J'ai deux petites choses à vous dire après, mais on va faire ça hors ligne. Étienne? D'accord. Oui, ben, écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié cet exposé. Je crois que ça fait combien de temps que vous êtes à Québec? Ça fait 1 an et 1 mois. Un an et un mois. Non, ce que j'allais vous dire, c'est que vous avez bien fait d'aller à Québec parce que là, sur un plan organisationnel, sur un plan de gestion d'un hôpital, au Québec, la gestion est faite par des médecins ou par des gens qui sont véritablement des gens de santé. Ce qui est un peu différent, par exemple, ce qui se passe en France, où ce sont des administratifs purs, c'est-à-dire des comptables, des gestionnaires, qui s'assurent du bon fonctionnement, de la bonne rentrée de l'argent, etc., mais que ça ne dépasse pas cela et il n'y a pas de véritable contact entre la partie médicale et la partie administrative. Et je crois que dans votre approche, vous avez dit plusieurs fois, je ne suis pas médecin, mais c'est tout à fait vrai, mais il n'empêche que vous raisonnez en fonction de quelle est la mission de votre hôpital, comment ça se définit, etc. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, pour en venir aux prochaines conférences, la prochaine, c'est jeudi prochain, jeudi 20 avril. Le professeur Antoine Flao, qui est intervenu plusieurs fois dans nos conférences, et qui va nous parler de l'impact du dérèglement climatique sur la santé. Les Québécois vont être intéressés par ce sujet parce que je sais qu'il fait très beau actuellement. Beaucoup trop beau même. Voilà, Antoine Flao est directeur de l'Institut Institute of Global Health à Genève et il est directeur de la Swiss School of Public Health de Zurich. Et il travaille également dans le service de médecine tropicale et humanitaire des hôpitaux universitaires de Genève. Ensuite, le jeudi suivant, c'est-à-dire le jeudi 27 avril, ce sera le professeur Jean-Philippe Chipot qui nous parlera de la pratique des essais cliniques en Afrique. Jean-Philippe Chipot est un directeur de recherche émérite de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et qui a écrit un livre dont j'ai mis les références dans un message précédent, un livre sur précisément la pratique des essais cliniques en Afrique et leurs particularités. Et donc, il a une très bonne expérience de tout cela. Et puis enfin, on peut citer également, ça c'est le 27 avril, le 11 mai, une conférence du docteur Hervé Maisonneuve sur intégrité scientifique en recherche. Donc on parlera cette fois de l'intégrité sous la pression de l'évaluation des chercheurs de la recherche. Des chercheurs honnêtes adoptent parfois des pratiques douteuses en recherche, conflits d'intérêts, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je m'en tiendrai là pour les prochaines conférences, qui n'est déjà pas mal. On a de quoi s'occuper dans les prochaines semaines. Merci beaucoup pour votre intervention très claire et tout à fait intéressante. Merci Yves, à vous je te aussi. laisse le mot de la fin. Ben, moi, je remercie tout le monde aussi. Nous avons de fidèles adhérents, Oui. notamment notre ami Parassian de La Réunion. Donc, merci encore à vous tous et je termine l'enregistrement.